Allez, bienvenue pour une nouvelle émission en direct du sommet. Le sommet qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Il fait super beau. Bon, il pleut un petit peu, mais les gens ont le sourire. Il y a la patate. Ils sont tous contents de venir au sommet. Et on démarre une nouvelle émission, les experts sous le hangar. Moi, je suis Jean-Baptiste Verville de Sous le hangar. On a un petit média en partenariat avec le comptoir des éleveurs et on est très content d'être là. Je suis aussi agriculteur, mais je vais être l'animateur de cette émission. Pour cette émission des experts sous le hangar, donc je vais recevoir, comme son nom l'indique, des experts, et notamment Sébastien Ackermann du bureau d'études AS Développement. En fait, plus précisément, t'es qui et c'est quoi AS Développement ? Bonjour Jean-Baptiste, merci pour l'invitation. Je suis Sébastien Ackermann, le fondateur de la société ASDEV, AS Développement. C'est un bureau d'études qui est basé à Bordeaux, qui travaille dans toute la France dans l'accompagnement des projets agrivoltaïques. Et nous, on s'occupe d'accompagner tout le volet agricole des projets, depuis l'initiation des projets jusqu'à l'obtention des permis et même après la construction des projets sur le suivi agricole. Alors, pour être bien précis, toi, tu es un accompagnateur de projet, tu n'es pas un réalisateur de projet. Tu n'es pas une boîte qui fait des projets. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui vont construire les projets. Ce qu'on appelle les développeurs ou les opérateurs qui vont produire l'électricité et investir dans les centrales photovoltaïques. Notre métier, c'est d'accompagner sur le volet agricole, sur la conception du projet agricole qui va venir en synergie avec la production d'électricité photovoltaïque. Ok, mais pour que les choses soient bien claires, est-ce qu'on considère que c'est un courtier, tu es juste un conseiller, tu es dans l'intermédiaire en fait dans un projet de photovoltaïque, agrivoltaïsme, pardon. Toi, tu es la première marche pour aider à réfléchir et il devra se passer une autre marche de choisir un opérateur avec lequel bosser. On est bien d'accord. Alors ça c'est une voie possible, effectivement. C'est ce qu'on appelle le développement territorial. On accompagne les agriculteurs qui aimeraient initier un projet agrivoltaïque mais qui n'ont pas encore choisi leur développeur. Et puis l'autre voie possible, c'est si un agriculteur a déjà choisi le développeur avec qui il va travailler, eh bien le développeur vient à notre rencontre pour qu'on aide l'agriculteur et l'opérateur à concevoir le projet de la manière la plus cohérente possible. Ok, c'est très clair. Bon, à ma droite, on a aussi quelqu'un, c'est Édouard Beaugrand, qui est agriculteur et développeur agrivoltaïsme chez Heliantis. Un petit peu plus de précision, tu es agriculteur où et c'est quoi le lien avec Heliantis ? Alors moi, je suis le fondateur d'Heliantis Énergie et je suis également agriculteur en Seine-et-Marne. Donc céréalier aussi, mes parents ont une pension de chevaux et j'ai travaillé pendant 14 ans dans les énergies renouvelables et l'idée de la création d'Heliantis Énergie était d'apporter de la valeur au territoire et aux agriculteurs au travers d'un développement de projets agrivoltaïques. Bon, donc toi tu as ta boîte, elle existe depuis combien de temps ? Heliantis, ça existe depuis combien de temps ? Alors ça existe depuis 2 ans, par contre on a 14 ans d'expérience moi personnellement et on est adossé au groupe Langa qui a été créé en 2008. Ok. Et tu es agriculteur, et pour la petite couche agriculteur, donc en Seine-et-Marne En Seine-et-Marne, céréalier. Ça fait 120 ans qu'on est sur la même exploitation. Et mes grands-parents étaient éleveurs de moutons. Il y avait 300 moutons et 60 vaches à l'époque. Et sorti de la guerre, mon grand-père a fait le choix de devenir en céréales, mais de garder une activité de pension de chevaux. Ok, donc toi maintenant, aujourd'hui, sur ta ferme, c'est céréales et pension de chevaux. Il y a des panneaux ? Non, pas du tout. Ah, bah alors. Bon, il faut s'y mettre. Du coup, on attaque ce sujet, le débat, enfin pas le débat, mais ce sujet en fait de l'agrivoltaïsme. Ça fait débat en agriculture, ou en tout cas aujourd'hui on en parle beaucoup. Il y a des pour, il y a des contre. Alors j'allais dire des fois il y a des pour quand tu es concerné, il y a des contre quand tu te dis ah bah c'est dommage, c'est pas chez moi. Un peu comme dans les éoliennes d'ailleurs. Bon, pour essayer de s'y retrouver, il faudrait peut-être qu'on essaye de comprendre ce que c'est vraiment de l'agrivoltaïsme. Donc je ne sais pas qui des deux essaye de reposer la définition de l'agrivoltaïsme. Des définitions, il y en a plusieurs selon l'angle d'attaque ou le point de vue que l'on tient. La définition que moi j'aime bien, c'est la coactivité. C'est la question de la coactivité, c'est-à-dire la production simultanée de denrées agricoles. Je mets toujours la partie agricole en premier et d'électricité photovoltaïque ou d'électricité renouvelable. Et le principe aujourd'hui, ce principe général est repris
dans la définition légale qui désormais impose que ces projets de production d'énergie renouvelable aient une dimension agricole prépondérante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer un projet photovoltaïque au sol, donc agrivoltaïque de coactivité, sans que la partie agricole soit totalement travaillée et totalement cohérente et avec une productivité égale ou équivalente à ce qui se passerait sans les panneaux photovoltaïques. Donc ouais, après il y a un cadre réglementaire qui est sorti, d'ailleurs qui a traîné dans l'été, je crois, il sortait pas, il attendait, il est ressorti. Est-ce que par rapport à ce qu'a dit Sébastien, il y a des précisions que tu peux rajouter sur cette définition, cet encadrement même de l'agrivoltaïsme? Alors, j'ai aussi la casquette énergéticien. Il faut rappeler que c'est aussi un moyen de production et qu'il faut quand même qu'il y ait une rentabilité économique. Donc, il faut quand même qu'il y ait une surface suffisante. Il ne faut pas qu'elle soit ultra importante, mais qu'elle soit quand même suffisante. Nous, personnellement, chez Heliantis, on aime bien les surfaces entre 15 et 30 hectares parce que ça permet d'avoir une vraie valeur ajoutée pour l'exploitation. Et nous, au niveau économique, on s'y retrouve. Et j'irai même plus loin dans la définition de Sébastien, c'est que pour moi c'est un formidable outil pour permettre à certaines exploitations de perdurer dans le temps. Alors ça on le verra tout à l'heure. Juste, je reviens quand même sur l'histoire de définition. Il me semble que dans les débats qu'il y avait un peu pour la définition du décret, il y avait un ratio entre surface de panneaux, surface qui reste au sol pour l'agriculture, ça se bagarrait, certains voulaient plus, certains voulaient moins. Où est-ce qu'on en est arrivé, si vous avez l'information? Et puis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Parce que il me semblait que ça bagarrait un petit peu, quoi. Alors c'est une très bonne chose, l'encadrement. Après, alors certaines chambres parlent de 20%, d'autres vont jusqu'à 40%. Nous, personnellement, on est autour des 30% pour permettre une bonne expression de la culture en dessous. Et après 20%, il y a aussi une question économique, c'est qu'après on espace énormément les panneaux et la rentabilité ne se fait pas derrière. Mais dès qu'on dépasse 40%, on couvre la surface agricole et la production agricole en pâtit. Donc on est toujours entre deux eaux. Et je pense que c'est du cas par cas et malheureusement une généralité, on est obligé au niveau cadre légal d'en mettre une, mais je trouvais que on trouvait que 30% ça permettait de jouer sur les deux tableaux et il y a certains projets où on est à 20% et d'autres où on est plus proche des 40 parce que ça le permet, mais vraiment une étude de projet agricole importante et vitale. Ça dépend en fait des cultures qu'on va retrouver en dessous quand même. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont avoir plus ou moins besoin de lumière. Peut-être même qu'on va faire des productions pour aller chercher une espèce d'ombre et garder un peu la chaleur ambiante, mais avoir l'ombre pour pas avoir du soleil qui tape en direct. Ça marche, donc pour bien comprendre, quand on parle de 30, 20, 40%, c'est sur cette surface au sol, il y a une couverture, on va dire des panneaux de 20 à 40% potentiellement. Ça marche. Après, on nous parle souvent, en fait, pour accepter l'agrivoltaïsme, que ça doit garder un caractère agricole. Alors, dans la caricature, on peut avoir des opérateurs, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, je ne sais pas si c'est le cas si tu en croises, qui se disent, je mets de l'agrivoltaïsme, je mets 3 moutons là-dessus, et puis voilà, je suis agriculteur, c'est un projet agricole, c'est magique, ça peut que passer. En réalité, est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Et est-ce que c'est vraiment un caractère agricole, l'exemple que je vous donne? Alors pas du tout, pour moi c'est de l'éco-pâturage sur des panneaux photovoltaïques au sol. Et l'idée vraiment c'est d'avoir une production agricole et le cadre réglementaire est très restrictif, c'est 10% de pertes dues aux panneaux. Donc on est vraiment sur le fil. Donc nous on essaye d'avoir une production même positive dans nos cas de nos projets. Mais là au niveau réglementaire on voit qu'on est vraiment limité. Et on est vraiment incité à faire des projets agricoles et ça va dans le bon sens pour moi. Toi c'est pareil, quand tu accompagnes des agriculteurs dans leur réflexion, ils arrivent eux avec un vrai projet agricole, un projet fictif agricole entre guillemets, un projet voilà, je vais mettre ça là, de toute façon c'est des terres qui rapportent pas trop, bon de toute façon c'était déjà en jachère, je vais mettre 3 moutons encore une fois et ça va passer. C'est quoi quand les agriculteurs arrivent, ils arrivent avec quoi comme type de projet? Alors il y a plusieurs profils, types d'agriculteurs qui viennent nous voir pour lancer des projets. Le profil classique, c'est des gens qui sont curieux par
on va dire, ovni. En ce moment, c'est vrai que tout le monde en parle. Hein. Voilà, bon, il suffit de se balader au sommet, il y a des stands partout. On en parle beaucoup, c'est très rémunérateur, il y a beaucoup de promesses qui sont faites, etc. C'est très alléchant. Pour le monde agricole est quand même en souffrance, et donc on voit l'agrivoltaïsme comme une façon de sauver les fermes, de sauver du foncier, de redonner une dynamique positive à l'économie de la ferme. C'est vrai qu'on a des agriculteurs qui viennent nous voir pour cette question économique. Ça, c'est un premier flux d'exploitants qui viennent nous voir comme sur ce biais-là. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui comprennent que l'agrivoltaïsme, c'est un outil technique, c'est un outil qui va permettre de changer les choses, de lever des impasses techniques, de lever des impasses agronomiques, de mieux s'adapter aux conditions du changement climatique, de résoudre un certain nombre de problématiques liées à la nature des sols, au type de culture, à la hausse du prix des intrants. Et donc on a des agriculteurs qui viennent nous voir en disant moi je sens que dans 3 ans, 5 ans, je vais avoir des restrictions au niveau de l'irrigation. Donc je dois travailler la question de l'eau. Il y en a qui disent voilà, alors c'est quoi le rapport avec l'agrivoltaïsme, celui qui se pose la question de l'irrigation? L'agrivoltaïsme doit répondre à 4 critères clés: la protection des cultures, l'adaptation au changement climatique, le bien-être animal, et j'en oublie, mais ce que je veux dire, c'est que la mise en place des panneaux va permettre d'apporter des services agronomiques, agricoles aux exploitations, et ces services vont permettre notamment de réduire les besoins en irrigation. Ils vont permettre aussi de réduire les besoins en intrants dans certains contextes, sur des tout petits sols où on a par exemple plus la capacité de continuer à faire des grandes cultures, parce que pas assez de réserves utiles en eau, parce que travail du sol difficile, parce que le prix des intrants est élevé, parce que les conditions climatiques font qu'on a beaucoup de pertes au printemps ou à l'été. L'agrivoltaïsme vient protéger les cultures ou vient permettre de changer de système, ou au moins de changer le système d'une partie de l'exploitation. 15% de la SAU, 20% de la SAU, 10% de la SAU. Donc ça pourrait limiter le stress d'une culture, ou ça pourrait permettre de remplacer une culture par une autre qui serait moins gourmande en eau, peut-être moins rentable, mais en fait avec la rentabilité du solaire, un équilibre qui se fait, quoi. Je le formulerai un tout petit peu différemment, parce que là tu utilises le conditionnel, et en fait ça ne pourrait pas, ça doit. C'est imposé par la loi, c'est obligatoire. L'esprit de la loi, il dit il n'y a pas d'agrivoltaïsme s'il n'y a pas une production agricole pleine et entière. Ça, les opérateurs doivent le comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un projet agrivoltaïque obtenir une autorisation s'il n'y a pas une activité agricole pleine et entière. On accepte une dérive de 10% de baisse de productivité, mais pas plus. Ça veut dire que l'activité agricole doit être totale, quand bien même on change de système. Ok, justement, on va essayer d'illustrer ça encore un petit peu plus précisément avec le cas de Pascal Brut, un projet que vous avez suivi en Corrèze. Est-ce que tu peux nous expliquer succinctement le point de départ, son contexte, ce qu'il a fait et ce qu'il attend maintenant de son projet? Alors aujourd'hui, on a rencontré Pascal Brut il y a 2 ans de là. C'est un exploitant qui est tout seul aujourd'hui. Ils étaient 3 en GAEC. Ils ont 130 vaches. Il a 130 hectares de SAU. Et en fait, il m'expliquait au long de la discussion qu'il cherchait l'autonomie fourragère et à simplifier son système du fait qu'il soit tout seul. Avant, ils étaient 3 et tout seul, ça devient compliqué. Et donc, on a réfléchi ensemble, et il m'a aussi mis un contexte, et qui nous a dit j'ai commencé avec 100 hectares de prés, et maintenant j'en ai besoin de 130 pour pouvoir alimenter mes bêtes. Donc il m'a dit comme ça va aller, plus je vais avoir besoin de 150, 160. Et au vu des études de l'INRA, on s'est rendu compte que les panneaux permettaient 10% de production en plus et une meilleure qualité de fourrage. Sur les pâtures? Sur les pâtures. Dans son contexte à lui. Dans son contexte à lui, oui. Et donc nous, on a été plus loin, et en accompagnement et en réfléchissant, on a mis 2 points de plus. Donc c'est un hangar de séchage en grange, donc par le conseil de Sébastien et la réflexion qu'on a eue tous les 3, qui lui permettrait d'avoir une meilleure autonomie fourragère et une meilleure qualité. Et aussi le fait que ce soit un système d'autochargeuse permettrait d'être moins gourmand en main d'œuvre. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il avait une corvée d'eau tous les jours, il mettait 2 à 3 heures. Et en fait, le fait d'installer des panneaux, il peut servir des tranchées pour simplement installer des abreuvoirs automatiques. Ouais, il a repassé les tuyaux pendant qu'il passait. C'est ça, tout à fait. Donc c'est très pragmatique et c'est très terre à terre.